Pour le chapitre diagnostic étiologique, on a, selon le siège, premièrement, on a les tuméfactions médianes. Dans les tuméfactions médianes, on va voir celles qui sont situées au niveau de la région sous-montagnère. Ce sont essentiellement les adénopathies qui peuvent être soit des adénopathies aiguës d'origine bucco-dentaire ou des adénopathies chroniques qui sont constituées par surtout les métastases d'un cancer du plancher de la bouche ou de la langue ou des lèvres. Si vous vous rappelez, quand on a parlé de l'examen de la cavité buccale et spécialement l'examen de la langue, j'ai insisté sur la recherche des ulcérations au niveau de la langue qui peuvent, avec le temps, qui peuvent donner des pathologies tumorales, malignes. C'est la même chose pour les lèvres ou pour les amygdales. On a aussi les tuberculoses, la tuberculose, les toxoplasmoses, la sarcoïdose et les maladies des griffes du chat. Et plus rarement, on a les kystes dermoïdes, les grenouillettes, soit on a une cellulite d'origine dentaire. Une cellulite, c'est une complication, c'est une carie dentaire mal soignée ou suite à un abus d'usage des anti-inflammatoires. On va donner des abcès dentaires, puis ça va se compliquer par une cellulite cervicale, dont le pronostic parfois est très dangereux. Concernant le kyste dermoïde, il s'agit d'un reliquat embryonnaire d'origine ectodermique. Il est le plus souvent sucioïdien. Classiquement, c'est une masse arrondie de consistance ferme, de volume variable, bien limité et indolore en l'absence d'infection. Chez l'enfant, il est souvent adhérent à l'ossioïde. Si vous vous rappelez, quand on a parlé dans le rappel anatomique, la région hyoïdienne, on a parlé de l'ossioïde, l'importance de la structure. On a dit que c'est une structure anatomique qui est très importante. D'ailleurs, on est en train de le constater parce que c'est un repère anatomique, soit pour le diagnostic, soit pour la chirurgie. On va continuer. Le bilan radiologique en général, le bilan radiologique cervical est normal. L'échographie cervicale peut confirmer la nature solide de la masse. Le traitement, bien sûr, il est chirurgical, par voie endobuccale ou par une voie externe, cervicale médiane. On a pour les grenouillettes, c'est quoi? C'est un kyste salivaire mucoïde du plancher buccal réalisant une voussure sous-mentale paramédiane simple. C'est une tuméfaction indolore, sessile, molle, fluctuante, recouverte d'une muqueuse lisse de couleur rosée, parfois bleu translucide. Son traitement, c'est un traitement chirurgical. Je vais vous montrer. C'est l'aspect d'un kyste dermoïde. C'est son exérèse. C'est l'aspect d'une grenouillette. C'est au niveau du plancher buccal. Parfois, comme on a dit, elle réalise une voussure sous-mentale. Regardez même l'aspect, la couleur. On a dit parfois elle est bleu translucide, c'est ça. Après, on va voir la région hyoïdienne. Dans la région hyoïdienne, on a le kyste du Tractus thyreoglot, c'est le KTTG. C'est la plus fréquente des masses cervicales après les adénopathies. Elle réalise un reliquat. C'est un reliquat embryonnaire d'origine endodermique. Le KTTG se développe à partir du canal de Bogdaler. À l'examen, on va trouver une tuméfaction qui siège en avant et au-dessous de l'os hyoïde de consistance ferme, bien limitée, indolore, en absence d'infection. Il faut se rappeler de ce caractère qui la différencie du kyste dermoïde,
c'est son ascension lors de la protrusion de la langue. C'est-à-dire, quand on demande au patient de faire sortir la langue, on tire sur la langue, automatiquement, il y a une ascension de la masse. C'est un signe qui est pathognomonique du KTTG. Pour le bilan radiologique cervical est normal. Cette tumeur peut fistuliser souvent soit spontanément, soit au décours d'une exérèse insuffisante. Le traitement, bien sûr, c'est un traitement qui est chirurgical, mais qui nécessite une résection du corps de l'ostéoïde. C'est-à-dire, on fait l'exérèse chirurgicale du kyste, de la tuméfaction cervicale, associée à une résection du corps de l'ostéoïde pour éviter les récidives. Parce qu'il y a des situations où on fait l'exérèse et on laisse le corps, et généralement ça récidive souvent. Pour faire un bon geste, il faut faire une résection du kyste associée à une résection du corps de l'ostéoïde. Après, il y a la thyroïde ectopique qui est mise en évidence par une échographie cervicale. Vous voyez, dans ces images, on a un kyste du tractus thyréoglosse. Après, on a une exérèse chirurgicale. Vous regardez, quand vous voyez là, il y a une exérèse du kyste qui a été faite avec une partie osseuse. C'est le corps de l'ostéoïde. C'est un élément très essentiel dans la chirurgie, hein, pour éviter d'avoir des récidives après. Dans la région laryngée, on peut trouver un cancer laryngé extériorisé, comme je vous ai dit avant. Il peut être extériorisé à travers le cartilage thyroïde ou le cartilage cricoïde. On peut trouver des tumeurs bénignes comme des chondromes, comme on peut trouver une laryngocèle externe. C'est une dilatation du sacule laryngé rempli d'air réductible, apparaissant ou augmentant avec la manœuvre de Valsalva. On a parlé déjà dans l'examen du caractère réductible de la tuméfaction cervicale. Ce caractère, cette réductibilité qui apparaît ou augmente avec la manœuvre de Valsalva, c'est-à-dire c'est une expiration forcée avec bouche et nez fermé, bouché. On bouche le nez à la bouche et on essaie de faire une expiration forcée. Cette laryngocèle, elle s'extériorise à travers la membrane thyroïdienne. Bien sûr, elle impose un examen endoscopique à la recherche d'un éventuel cancer du ventricule qui peut être associé. Rappelons aussi que la constatation d'une laryngocèle est une contre-indication formelle à la pratique de la plongée. Le scanner est pathognomonique. Il va permettre d'objectiver une dilatation aérique. Vous voyez, c'est une laryngocèle révélée par une manœuvre de Valsalva. C'est une expiration forcée, bouche et nez qui sont bouchés. Le nez, on bouche le nez, mais la bouche, puis on pratique une expiration forcée. Voici une image radiologique d'une laryngocèle. Après, on va passer à la région thyroïdienne, à l'examen bien sûr. On va trouver une tuméfaction qui est médiane ou paramédiane, de consistance ferme, de volume variable, bien limité, indolore, avec un caractère très important, c'est cette tuméfaction cervicale, elle s'ascensionne lors de la déglutition. Quand on demande au patient de déglutir, c'est-à-dire d'avaler sa salive, il y a une ascension de la masse, de la tuméfaction cervicale, ce qui confirme l'origine thyroïdienne de la masse. Cette tuméfaction est traduite une pathologie du corps thyroïde. Il peut s'agir du thyroïdite, de goitre, des adénomes, ou bien sûr d'un cancer. L'échographie cervicale, elle permet de déterminer le nombre des adénomes, la taille des adénomes, la présence ou non de calcification. Pour le traitement, bien sûr, le traitement il est chirurgical et le diagnostic il sera confirmé
par une étude anatomo-pathologique de la pièce. Après, on va voir la région sus-sternale. Les tuméfactions au niveau de la région sus-sternale sont rares. On peut trouver des kystes dermoïdes, des lipomes, des goitres plongeants, des adénopathies prétrachiales, des pathologies thymiques, des fistules mentosternales, et le traitement, il est chirurgical. Le traitement est chirurgical. On va passer maintenant, on va parler des tuméfactions latérales. Après avoir vu les tuméfactions médianes, maintenant on va parler des tuméfactions latérales. Premièrement, on a les adénopathies, c'est un chapitre très important. Comme on a dit déjà, les adénopathies sont les tuméfactions cervicales latérales les plus fréquentes. On a chez l'adulte d'âge moyen, entre 40 et 50 ans, éthylotabagique. Il faut surtout évoquer une adénopathie métastatique d'un carcinome des voies aérodigestives supérieures. Elle peut être révélatrice d'un carcinome pharyngo-laryngé ou de la cavité buccale, que l'examen mettra en évidence. Un carcinome du cavin peut en être l'origine chez un adolescent ou un adulte chez un adulte jeune. La découverte de la tumeur primitive permettra sa biopsie. Et bien sûr, un bilan d'extension va compléter le diagnostic. C'est pour cette raison, c'est l'importance de l'examen clinique. Ce qu'on a vu, l'examen cervical, l'examen de la cavité buccale, l'examen du cavum, tout ça c'est très important. Surtout la nasofibroscopie. Je vous ai dit déjà, la nasofibroscopie, elle est systématique. Déjà, elle permet de faire le diagnostic. Surtout pour les carcinomes des VA et DS. Et bien sûr, on complète l'examen, la nasofibroscopie, même pour faire l'examen laryngé et bien sûr l'examen de cavité buccale, parce qu'on peut trouver des tumeurs de la langue, des tumeurs de la lèvre, une tumeur du voile du palais, qui peuvent s'accompagner bien sûr d'adénopathie. Chez l'adulte le plus jeune, en bon état général, il faut penser à une hémopathie maligne, sans toutefois bien sûr négliger une néoplasie du cavum. C'est-à-dire il faut toujours avoir à l'esprit les hémopathies malignes. La conduite à tenir bien sûr. On pratique bien sûr un bilan biologique. Il y a l'échographie cervicale, bien sûr l'endoscopie des voies aériennes, des voies aérodigestives supérieures, et on a bien sûr la cervicotomie avec l'examen histologique. On va jeter maintenant un coup d'œil sur la classification radiochirurgicale des niveaux ganglionnaires cervicaux. C'est-à-dire, pour donner une meilleure systématisation et une meilleure répartition des adénopathies dans la région cervicale, il y a une classification qui a été destinée pour les adénopathies cervicales. Comme vous voyez, il est divisé en 6 groupes. On a le premier groupe, ce que vous voyez là. C'est le groupe submonto-submandibulaire. Avec deux groupes. Il y a le 1A, c'est le submental. Et le 1B, c'est le submandibulaire. Puis on a le deuxième groupe. C'est le groupe jugulo-carotidien supérieur. Avec deux groupes. Le groupe le 2A, c'est ce qu'on appelle le groupe jugulo-carotidien sous-digastrique. Et on a le groupe B, c'est le rétrospinal. Puis on a le groupe 3, c'est le groupe jugulo-carotidien moyen. Puis on a le groupe 4, c'est le groupe jugulo-carotidien inférieur. Puis on a en postérieur, il y a le groupe 5 qui est divisé. On a le triangle postéro-supérieur. Et on a le triangle postéro-inférieur. Et enfin, on a le groupe 6, c'est le groupe cervical antérieur, qui est constitué par le 6A et le 6B. Le 6A, c'est le groupe prélaryngé,
Et on a le 6B, c'est le péritrachial. Cette systématisation est très importante, déjà pour le diagnostic et surtout dans le traitement chirurgical, surtout dans les curages ganglionnaires, parce que chaque pathologie tumorale a des territoires particuliers. On va parler maintenant des tuméfactions battantes. On a l'anévrisme artériel, c'est une tumeur battante, réductible, de consistance élastique, non adhérente à la peau. Elle est mobile bien sûr dans le sens transversal et immobile dans le sens vertical. Pour l'auscultation, on peut retrouver un souffle systolique intermittent en cas de siège sur l'axe carotidien. On recherche parfois, au niveau du pharynx, un comblement pariétal pulsatile dont la ponction est dangereuse. Il ne faut jamais ponctionner une tumeur vasculaire, une tumeur battante, parfois elle est souvent prise pour un phlegmon amygdalien. Pour les tumeurs du corpuscule carotidien, généralement, c'est des tumeurs qui sont latérocervicales évoluant lentement sur plusieurs années. Des cas similaires dans la famille et d'éventuelles influences hormonales. On peut trouver des accès douloureux spontanés ou provoqués par une déglutition ou un bâillement, irradiant vers la base du cou ou vers l'oreille. Et généralement, c'est des accès qui sont accompagnés de sensations de battement crânien. Il réalise aussi ces tumeurs des crises vasomotrices avec des accès de rougeur ou de pâleur, diffus ou isolés ou accompagnés de mouches volantes ou de douleurs épigastriques avec HTA. Le traitement, c'est un traitement chirurgical après embolisation. Troisièmement, on va parler maintenant des tuméfactions congénitales. On a le kyste du sinus cervical ou ce qu'on appelle aussi le kyste amygdaloïde. C'est un kyste de la deuxième fente. C'est la kyste de la deuxième fente. Le plus fréquent des lésions congénitales du cou. Il réalise une masse kystique rénitente et élastique en avant et en dedans du sternoclédomastoïdien et au-dessous de l'osioïde. Le diagnostic le plus souvent est fait à la naissance par une fistule cervicale, parfois suite à un épisode de surinfection oropharyngée qui réalise une tuméfaction cervicale. Bien sûr, l'échographie et la TDM confirment la nature kystique de la masse et le traitement est chirurgical. Vous voyez le kyste amygdaloïde. On a aussi le lymphangiome kystique ou cystique hygroma. C'est une dysambioplasie bénigne portant sur le système lymphatique d'expansion essentiellement cervicale. Réalise une tuméfaction qui est rare et qui touche surtout l'enfant. C'est une masse qui est polylobée ou non, elle est dépressible, indolore, ne s'accompagnant pas d'adénopathie. Vous constatez par compression, vu son volume important, vous allez voir le volume important, elle peut provoquer une dyspnée, une dysphagie et des douleurs cervico-brachiales. L'évolution, elle se fait par poussée, quelquefois des régressions spontanées, partielles et momentanées. La cytoponction va montrer un liquide d'aspect variable, brunâtre, lactescent, hématique. Le traitement, il s'agit d'un traitement qui est chirurgical, c'est l'exéra chirurgical par cervicotomie. Pour les tumeurs nerveuses du cou, on peut trouver des schwannomes, des neurinomes, des névromes traumatiques ou des sympathomes. Cinquièmement, on a les tumeurs conjonctives qui sont exceptionnelles. On peut trouver des fibromes, des lipomes. Diagnostic se fait souvent après cervicotomie exploratrice par macroscopie qui sera confirmée bien sûr. Déjà, on peut avoir le diagnostic déjà macroscopiquement, mais qui sera confirmé bien sûr par l'histologie. Regardez l'aspect des lipomes cervicales. Déjà la macroscopie, regardez la macroscopie, mais toujours, c'est l'histologie qui confirme le diagnostic.
Enfin, on a sixièmement, on a les tuméfactions de la région sous-mandibulaire. On peut trouver dans la région sous-mandibulaire, on peut trouver des adénopathies métastatiques d'un carcinome de la langue, du plancher de la bouche, de la gencive ou de la lèvre. Ce qui montre la nécessité de faire un examen de la cavité buccale. Parce qu'on peut trouver une masse au niveau de la cavité buccale ou une ulcération qui peut être la cause ou l'origine d'une adénopathie qui est métastatique d'un carcinome à ce niveau. On peut trouver aussi des sous-maxillites chroniques d'origine lithiasique avec des coliques salivaires, avec du pus dans le canal de Vartan. La radiographie et l'échographie peuvent visualiser le calcul. On peut trouver aussi des tumeurs développées dans la glande sous-mandibulaire. Elles sont rares, mais seule la cervicotomie exploratrice avec un examen histologique extemporané donnera la clé du diagnostic. On peut trouver des adénomes pléomorphes, tumeurs mixtes. On peut trouver des carcinomes adénoïdes kystiques, des cylindromes, mais très rarement des adénocarcinomes. Enfin, pour terminer, on peut dire que le diagnostic d'une tuméfaction cervicale repose sur un certain nombre d'examens simples et systématiques qui forment le bilan de base et dans lequel l'examen ORL et cervico-facial est primordial. Ce bilan de base permettra, dans un certain nombre de cas, de faire ou d'approcher le diagnostic. Bien sûr, dans les cas difficiles, la cervicotomie exploratrice avec examen histologique extemporané restera la solution de choix pour faire le diagnostic. Il faut pas oublier ça, les adénopathies sont les tuméfactions cervicales les plus fréquentes et, comme je l'ai dit déjà au début, devant une tuméfaction cervicale, il faut toujours avoir la hantise des adénopathies d'origine maligne, qui peuvent cacher des pathologies malignes comme le cancer du larynx ou le cancer du capon, qui est très fréquent dans notre pays, d'où la nécessité de l'examen de faire la nasofibroscopie, parce qu'elle est systématique devant une tuméfaction cervicale. À la fin, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans votre examen.